Hi everyone. Good day from anywhere in the world you are joining us. We are so glad to have you join this webinar. And Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureuses et heureux de vous avoir ici pour cette discussion très importante. On va commencer sans plus attendre. On a tous nos panélistes ici présents. Donc, vous pouvez participer à cette conversation dans le chat ou également aussi à travers les questions-réponses. Si vous avez des questions directement pour nos panélistes, ces sessions sont interprétées. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez choisir votre langue, français ou espagnol ou anglais. Et ces informations sont retranscrites dans le chat. Il y aura une présentation en espagnol aujourd'hui que je vais interpréter en français. Et si vous comprenez l'espagnol, vous pouvez éteindre votre interprétation à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de la situation actuelle, évidemment, et essayer d'envisager ensemble comment envisager les droits et la santé sexuelle et reproductive au-delà de l'aide au développement. Donc, on veut parler de comment est-ce qu'on peut soutenir, maintenir le travail qu'on a déjà mené et comment le développer. Donc, on espère avoir une belle et une conversation intéressante. Et aussi parler des stratégies de pérennisation de nos efforts sur le long terme. Donc, je vais d'abord donner la parole à notre première intervenante. Il s'agit de la docteure Pascale Alotti. Elle est directrice du département de santé sexuelle et de recherche. Elle travaille sur les droits humains, sur l'égalité de genre dans le domaine de la santé mondiale. Et elle a travaillé sur les questions de décolonisation de la santé mondiale. Donc, elle continue à travailler sur ces sujets-là, sur ces questions. Donc, Pascal, ma première question pour vous, et on sait que vous êtes en train de travailler sur une question qui va être, et vos travaux vont être publiés bientôt. Et donc, ce qu'on aimerait savoir et avoir votre perspective, c'est comment est-ce qu'on peut défendre le secteur de la santé actuel et surtout les droits sexuels et reproductifs contre les attaques contre la science et les questions de genre de manière générale, et en particulier dans un contexte de désinformation et qui est aujourd'hui le courant dominant. Est-ce qu'on va pouvoir revenir à l'ordre établi d'avant, dans lequel, par exemple, des organisations comme l'OMS désignaient un peu la norme, l'autorité dans le domaine de la santé et dans lequel les pays collaboraient sur des agendas communs plutôt qu'en fonction de leurs intérêts nationaux? C'est une grande question. Donc d'abord, mes chers collègues, merci pour cette invitation. C'est vraiment un sujet tellement important et très opportun, évidemment. Et quand j'ai commencé à préparer mon intervention, j'ai presque décliné l'invitation parce que c'est une question tellement complexe et j'ai peur de ne pas pouvoir en faire justice finalement. Donc, et en plus, je ne pourrais pas rester suffisamment longtemps pour la discussion, enfin pour les questions. Donc moi, je ne suis pas sûre que ce que j'ai à dire va plaire à tout le monde. Donc, voilà, je voudrais simplement vous redire ça. Donc, on est à un moment charnière, un moment de transformation profonde et de très grandes contradictions aussi. Donc, d'un côté, notre secteur n'a jamais été aussi bien articulé. Tout le monde sait
tout le monde sait de quoi on parle quand on parle des droits de santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais d'un autre côté, l'idée même de ces droits, l'idée qu'ils sont ancrés dans la dignité, l'autonomie, cette idée même est sous attaque, est menacée. Et donc, le mouvement pour les droits et la santé sexuelle et reproductive qui ont émané des luttes pour les droits humains euh, et qui sont liées au passé colonial, ont donc cette idée, en fait, ces idées qui sont en train de ressurgir aujourd'hui sont vraiment ancrées dans un monde précolonial. Donc, si on veut défendre la santé sexuelle et reproductive aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse au paradoxe que représente l'idée de transférer le devoir. Il faut qu'on reconnaisse la vérité qui nous dérange, qui est que même si on a fait de grandes avancées, on est toujours en train d'opérer dans un système qui est profondément ancré, qui a des racines dans un ordre colonial. Donc, aujourd'hui, l'autorité technique demeure centralisée, en particulier dans les pays du Nord, dans les pays à revenus élevés, et les normes globales sont négociées à Genève, à New York, à Washington, etc., très loin des communautés dont les vies sont affectées directement. Donc, et la raison pour laquelle on est aussi ici aujourd'hui, c'est que le financement traditionnel de notre secteur, euh, aujourd'hui, donc les personnes qui ont été des alliés des communautés locales sont en train de naviguer un changement géopolitique énorme. Donc, d'abord, euh, donc les résultats de la situation actuelle, c'est que aujourd'hui, même donc la réalité de notre travail aujourd'hui, c'est que euh, l'agenda qui a été créé, qui a été renforcé au cours de décennies de mobilisation des communautés, des femmes, etc. Cet agenda est en train d'être remis en cause, donc de plusieurs points de vue différents. Donc, on se rend compte aujourd'hui que notre agenda n'est pas simplement politique, mais aussi il s'agit d'une question de légitimité. Donc, c'est pas simplement une crise de financement, mais aussi une crise de légitimité. La désinformation, c'est le courant dominant aujourd'hui, qui est amplifié par les réseaux sociaux et parfois même par des acteurs étatiques qui essayent de recadrer, enfin de présenter les droits de santé sexuelle et reproductive comme une menace idéologique. Et donc, aujourd'hui, la désinformation, c'est pas simplement un défi de communication, mais c'est un outil politique. Et il faut qu'on prenne ça en compte dans notre réponse. Et enfin, le mouvement anti-genre, disons, est en train de se réapproprier le langage de la santé pardon, des femmes, des questions autour de la famille, de planification familiale pour soutenir leurs propres objectifs. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, dans cet espace qui est remis en cause, la santé sexuelle et reproductive est vue comme quelque chose, comme une valeur occidentale plutôt qu'un droit universel. Donc, notre travail, c'est d'essayer de remettre, de, déjà de reconnaître que ce sont des dynamiques qui sont ancrées dans le passé colonial euh, et tenir compte du langage aussi, non? De pas simplement rejeter un cadre mondial. Et si j'en reviens à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, en particulier dans le cadre du financement? Et, et je sais que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que je sais que voilà, il faut c'est des questions qui sont d'actualité, ces questions de financement. Je pense que d'abord, il faut qu'on fasse preuve d'humilité et de courage. Il faut qu'on reconnaisse nos limites
il faut aussi qu'on reconnaisse notre échec. Parfois, on a laissé parfois des technicalités de langage nous éloigner un peu des questions réelles du terrain. Ça, c'est aussi important de le reconnaître. Donor-driven conditionalities, even with the best intentions, can trigger backlash and has, appearing Donc, extractive or disrespectful of local autonomy. parfois, ces technicalités ont généré un backlash, en fait, et, et, et même au niveau communautaire, notre agenda n'est pas toujours bien compris. Not only from domestic ideology, but in response to perceived external pressure. We can't outsource legitimacy. We must Donc, build on ne it. peut pas externaliser la légitimité. C'est quelque chose qu'il faut qu'on construise de l'intérieur en travaillant avec les communautés de femmes, les communautés autochtones. Donc ça, je pense que c'est important de valoriser les expériences locales autant que les approches scientifiques. Donc, nous, on essaye de développer des nouvelles initiatives. On va aussi, si vous avez le temps, lancer une série de webinaires sur ces questions-là et comment approfondir les partenariats en santé pour co-créer des directives, des recommandations qui fassent sens dans différents contextes. Donc, ça, c'est ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on se réapproprie la santé sexuelle et reproductive, non pas comme une valeur occidentale, mais comme une valeur universelle. Et c'est important qu'on fasse front ensemble, qu'il y ait une force fédératrice de nos résistances euh, pour pouvoir redonner aux femmes et aux personnes leur autonomie sur leur corps et leur vie. Merci Pascal pour votre intervention. Comme vous l'avez justement dit, euh, repenser le statu quo actuel, c'est très important et de contextualiser aussi la manière dont s'est manifestée l'aide internationale également. Donc ça, c'est important, d'autant plus qu'il y a des intérêts nationaux qui vont contre ces agendas-là. Je vais passer la parole maintenant à notre prochain intervenant qui est avec nous aujourd'hui. Martha Arroyo. Martha Arroyo. Elle était directrice exécutive de Pro Familia en Colombie. C'est une organisation qui plaide pour les droits en santé sexuelle et reproductive en Colombie. Et cette organisation a réussi en Colombie à générer des transformations sociales très importantes, en particulier dans le domaine de la politique publique. Donc, entre autres, la loi sur les droits de santé sexuelle et reproductive en Colombie. Et puis, Profemilia et Martha sont également engagés pour l'accès à l'avortement en Colombie. Donc, j'invite maintenant Martha à nous partager son expérience, sa perspective. Donc, d'abord, est-ce que vous pensez que les santé sexuelles et reproductives peuvent être maintenues et restaurées sans l'aide au développement ou avec moins de financement? Merci, merci Goodness, merci à tous et à toutes. Donc, moi, je vais parler de décolonisation en espagnol et aussi représenter cette langue.
Donc, donc moi, je dirige l'organisation Pro Familia qui a été, qui dure pendant beaucoup d'années, s'est consacrée à offrir des services de santé sexuelle et reproductive. Et en 2012, c'est l'année à laquelle j'ai créé cette organisation, on était en pénurie. C'était une époque où il n'y avait pas suffisamment de ressources. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'à ce moment-là, dans ces moments où tout se décompose, tout s'effondre, tout semble disparaître, je crois que j'ai l'impression que notre expérience qui naît d'une période comme ça de précarité, je pense qu'on a peut-être quelque chose à apporter parce que c'était un moment où Pro Familia était au point de disparaître parce que la dépendance avait développé le pays sur les bailleurs de fonds était complète. Et ça a empêché, durant de nombreuses années, ça nous a empêché d'analyser le contexte et de comprendre comment est-ce que les choses étaient en train de changer. Et il faut dire que Pro Familia a pris beaucoup de temps à trouver le bon chemin. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très triste parce que aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les organisations qui ont des cliniques, qui travaillent avec la société civile, qui travaillent sur ces questions, est menacée aujourd'hui de survivre ou non. Donc, c'est une crise existentielle. Et c'est exactement la même crise existentielle qu'on a vécue en 2012 en Colombie. Donc, ce qui est très important, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dénué complètement, pour le dire comme ça, je vais vous donner des exemples. Je pense que ce sont les exemples concrets qui vont vous servir le plus. D'abord, on a analysé notre plan de ressources humaines. On a plus de 50 personnes aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas on n'avait pas d'aide de l'USAID. Et donc, on a fait une analyse froide, très froide et objective. Et on s'est rendu compte que l'organisation, en fait, avait des coûts qu'on ne pouvait pas payer. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la réalité. Il faut être pragmatique et c'est ni juste ni injuste. C'est simplement la réalité à laquelle on s'est confronté. Il a fallu qu'on prenne des décisions. Donc, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait mettre en œuvre des stratégies pour comprendre les opportunités immédiates qu'on avait. À faire des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques locales. On s'est rendu compte que, bien sûr, on a pris un risque, bien sûr, mais l'idée et ce qui était important pour nous, c'était de créer un pacte avec le gouvernement national aussi pour essayer de comprendre quelle était notre valeur ajoutée en tant qu'organisation. On avait 2 programmes à l'époque et on a vendu ces programmes au gouvernement en leur disant, voilà, on peut offrir des services très concrètement. Et donc, quelque chose qui a été fondamental pour nous, pour survivre, ça a été de nous engager à rendre certains services et d'être très, très, très rigoureux pour nous assurer de fournir ces services. Donc, définir les priorités. En moment de crise, il faut définir les priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Et parfois, la seule chose qu'on peut continuer à faire, c'est garantir à minima que le thème, la cause qu'on défend, qu'elle continue d'être défendue. Mais pour ça, on a besoin disons, si on n'a pas de ressources, on n'est pas obligé d'avoir une grande organisation, mais c'est important qu'il y ait quand même quelques personnes qui maintiennent et qui défendent toujours l'importance de notre travail. Dans les partenariats avec le secteur privé, il y a beaucoup d'opportunités. Ça ne doit pas forcément être des grandes entreprises. Parfois, des petites entreprises locales permettent de nous maintenir à flot. Développer aussi des modèles de prestation de services plus durables.
Par exemple, la télémédecine, parce que ça, c'est quelque chose que ça nous coûte moins et les clientes n'ont pas besoin de venir dans les centres de santé. Donc, c'est quelque chose qui peut être développé. Et enfin, mon dernier message, ce serait de dire que c'est un moment très difficile, mais je suis d'accord avec la docteure Pascal, c'est que parfois, on est trop technique. Parfois, on a l'impression que, que notre discours, que nos connaissances sur les droits humains n'est pas connecté, n'est pas en lien avec la population, les populations. Donc, éduquer et faire comprendre que cet aspect de la santé publique est indispensable pour le développement du pays et pour le bien-être de chaque personne, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois qu'il faut avoir une approche faire preuve d'humilité et, et vraiment chercher à se mettre en lien avec les premières personnes concernées. Et quand vous parlez, quand vous allez voir les populations et que vous leur parlez de leurs droits, bah, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est leurs besoins concrets. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur donne accès concrètement à l'avortement, qu'on leur donne accès concrètement à des contraceptifs. Parler en théorie de leurs droits, ce n'est pas quelque chose qui va leur servir dans l'immédiat. Et bien sûr, on croit en cette cause, on va continuer à les défendre, mais il faut aussi qu'on comprenne les populations avec lesquelles on travaille. Et donc, comment est-ce qu'on s'est réparti les différentes responsabilités? On a créé un comité, un groupe qui travaillait avec les communautés locales et un autre groupe qui s'est assuré qu'on remplisse nos objectifs. Et ça, c'était un terme quelque chose de très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martha. J'espère vraiment que ce que j'aimerais dire, c'est que le partenariat, vous en avez parlé, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir survivre à la situation actuelle. Et comme vous nous avez montré comment est-ce qu'à Profamilia, vous avez réussi à changer un peu votre dynamique de travail et vous recentrer sur les communautés locales. Donc ça vous a permis de générer des ressources matérielles aussi plus tard pour pouvoir continuer à promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Maintenant, je vais donner la parole à notre prochain intervenant, Marvek Parkon. Il est directeur à l'IPPF des adhésions. Et donc, il a développé l'association à travers ses adhérents. Il a travaillé avec différentes régions de l'IPPF et aussi avec l'équipe globale. Et avant ça, elle a travaillé avec le réseau, un réseau international pour le droit des femmes. Donc, ma question pour vous, Marvin. Donc, aujourd'hui, on voit que est-ce que, selon vous, est-ce que nous devrions tenir les gouvernements nationaux responsables d'accroître l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive? Et comment donc, et quelles sont les opportunités? Comment est-ce que les communautés peuvent se défendre? Oui, merci. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, le 28 mars, c'est une journée mondiale d'action pour promouvoir l'accès à l'avortement. Donc,
Moi, je fais partie du Sud global, comme on dit, aux Philippines. Et, et il y a des mouvements qui continuent de nier nos droits fondamentaux. Et je pense que c'est important qu'on continue à promouvoir la santé sexuelle et reproductive comme un droit humain, mais 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 ce qu'on sait, donc par exemple, mon gouvernement s'est engagé d'un point de vue théorique, mais on sait que s'il n'y a aucune mise en œuvre de ces engagements, euh, ça crée des crises. Donc, donc notre question, c'est la redevabilité envers qui? Et souvent, nos cadres de redevabilité sont focalisés ou sont motivés par les bailleurs de fonds. Ils sont bureaucratiques, ils sont techniques, ils ne sont pas conçus pour informer les capacités des associations locales. Donc, moi, je propose des modèles qui soient beaucoup plus, qui aient confiance, qui déposent leur confiance dans les mouvements locaux. Et ça va permettre bien sûr aussi de déconstruire l'héritage de la bureaucratie coloniale qui est très hiérarchique. Et moi, je suis très fière, pardon, de mon engagement aux Philippines pour l'accès à l'avortement pour les femmes. On travaille dans un contexte qui est l'un des plus restrictifs légalement au monde. Nos politiques sur l'avortement sont complètement ancrées dans notre passé colonial et ça remonte à il y a très longtemps dans les années 1800 et quelques, au 19e siècle. En France, pardon, pas en France, dans les Philippines, énormément de femmes et de filles meurent tous les jours des conséquences d'un avortement provoqué. Et donc, je fais partie d'un mouvement qui essaie de décriminaliser l'avortement aux Philippines. Donc, c'est un mouvement de plaidoyer, un réseau. Et notre travail, bien sûr, est fondé sur une approche fondée sur les droits. C'est du plaidoyer qui doit être compassionnel et qui s'inscrit dans des luttes pour la justice sociale de manière plus large. Donc, on a plusieurs mécanismes pour tenir nos gouvernements responsables. On utilise aussi des analyses intersectorielles et on sait que c'est un travail de longue haleine, bien sûr. C'est pour ça qu'à côté de ça, on travaille aussi avec d'autres groupes pour partager des connaissances, créer des alliances avec d'autres secteurs qui sont plus ou moins qui sont liés, y compris en se reliant à d'autres réseaux internationaux. Et ce qu'on sait, c'est que la santé sexuelle et reproductive ou l'accès à la santé sexuelle et reproductive peut être recadré et selon un angle d'approche qui est plus large et qui parle de justice sociale, en incluant des communautés plus générales de jeunes, de prestataires de santé. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas une lutte unique. On a souvent l'impression qu'on travaille aux marges des questions sociales. On se focalise, par exemple, bien sûr, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus impactées par leur manque d'accès, en particulier à l'avortement. Donc, les personnes souffrant de handicap, etc., en situation de handicap. We should not stop protecting and advancing our rights as we have seen how fragile and easily can it be struck down. Et on sait, on a vu que le peu de droits qui peut être acquis peuvent être
d'effet et très facilement et assez radicalement du jour au lendemain. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et pour nous, la redevabilité, ce que ça veut dire, c'est que nous, collectivement, il faut qu'on promeuve un investissement qui ait du sens et qui ait un impact sur le long terme. Et la redevabilité, pour nous, c'est la confiance. C'est avoir confiance, déposer notre confiance dans le travail des associations locales. Merci beaucoup. Great. Thank you so much for that very important Merci as well beaucoup different pour ce perspectives rappel of the fondamental sur I ce que like that signifie you la shared we have redevabilité. different perspectives, Euh, people working at the grassroots, academic institution, I mean multilaterals, INGOs, and it speaks to how at the different organizational level or work you do at the grassroots or donc, high level, ce que moi je you retiens de votre intervention, c'est accountability and to stay euh, different in this very important time. que How much different would we see the current state of things if from different ends we are hearing ou loud plutôt and je me clear demande comment est-ce que serait la situation holding to different aujourd'hui positions, si government, plus d'organisations locales tenaient tête jointly where au the gouvernement, evidence are leur based exigeaient de across rendre des different comptes, territories. élever leur voix en fait. Ça, c'est des questions fondamentales et on a tous le pouvoir de participer à ces efforts. On l'a vu aux Philippines, par exemple. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à notre prochain intervenant qui va vous parler un peu de ce qu'est en train de faire l'ICFP. Donc, je vais donner la parole à Phil Anglevich, qui est directeur de l'Institut Gates pour la santé, pour la population, la santé et de la reproduction à l'Université de Johns Hopkins. Il est aussi responsable scientifique du projet PMA. Donc, c'est un programme d'enquête. Phil, si vous pourriez nous expliquer un peu ce que va faire la conférence ICFP et aussi la ICFP comme une communauté à ce moment très difficile. Il y a 2 mois, non, pardon, 2 semaines, il y a une organisation, une conférence à Washington pour parler de ces questions-là et reconnaître le moment charnière dans lequel on se trouve et les défis qu'on doit surmonter. Donc, Phil va nous en parler un peu. Ce serait aussi intéressant de savoir ce que pour l'ICFP, ce que signifie l'équité pour l'action, qui est le thème de la conférence cette année. Et parce que beaucoup d'entre nous voyons cette plateforme, l'ICFP, plus que jamais comme une opportunité pour fédérer nos forces et définir nos priorités collectivement. Donc voilà, la parole est à vous, Phil. Merci, Goodness. Et j'apprécie vraiment l'opportunité de pouvoir m'exprimer face à vous aujourd'hui sur ce que vous venez de décrire. Donc d'abord, la conférence qui vient de se passer à Washington il y a 2 semaines. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, cette conférence, c'est quelque chose qu'on avait prévu depuis plusieurs mois. Et l'idée au départ, c'était que ce soit un événement qui fasse partie un peu de la route vers Columbia, non? C'est vers la Colombie, vers l'événement de Colombie. Mais après, avec tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement des États-Unis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait qu'on change un peu le sujet initial qu'on voulait aborder et qu'on se focalise directement sur les problèmes auxquels il faut qu'on fasse face aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrêt des financements du gouvernement des États-Unis. Donc, ce qu'on a fait, c'est que bon, d'abord, on voulait s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, essayer de définir quels sont les impacts, clairement, euh, du gel des financements. On a présenté des rapports sur l'impact macroéconomique et aussi sur certains pays spécifiques. Et puis sur certains sujets en particulier, par exemple la recherche, le financement de programmes et les politiques publiques.
Et après ça, on a discuté de notre réponse. Quelle va être notre réponse? Donc, avec cette transformation et le démantèlement de l'USAID, on ne peut plus utiliser les stratégies et les approches qu'on utilisait avant. Il faut vraiment reconnaître d'abord qu'on fait face à un changement fondamental et historique et réinventer des nouvelles stratégies. Donc, on a parlé de nos stratégies, comment est-ce qu'on peut les changer pour qu'elles soient plus efficaces à l'avenir. Et on a aussi parlé, voilà, de quelles sont les prochaines étapes et les priorités. Quelles sont nos priorités dans le contexte actuel? Donc, on croit que c'est important de se focaliser sur le plaidoyer, élargir nos soutiens de manière générale et de parler à ceux qui sont impactés directement. Et puis de développer petit à petit des nouvelles structures qui devraient émerger de ces discussions. Donc, je pense que l'ICFP, la conférence, va être un moment clé, un moment phare, un véhicule très important pour continuer ces discussions. Donc, le principal résultat de cette réunion qu'on a eue à Washington, c'était que, bon, d'abord, on veut vraiment promouvoir les priorités qu'on a identifiées lors de cette réunion. Donc, la manière dont on va s'adapter en tant que secteur, on veut s'assurer qu'elle soit bien connue et articulée et pour qu'elle puisse être relayée et soutenue par plus de personnes. Donc, ça, c'est un point clé. Ensuite, on veut s'assurer de pouvoir continuer à attirer l'attention sur nos sujets. Donc, par exemple, FP 2030 est en train de déployer une campagne et on aimerait encourager tout le monde, et je vous encourage, vous tous et toutes sur cet appel, de participer à la campagne de FP 2030 pour présenter votre histoire et vous exprimer sur le sujet. Et une autre manière, de participer, j'aimerais vous inviter à rejoindre l'un des sous-comités de la conférence ICFP. Et bien sûr, vous êtes bienvenus pour vous rejoindre à un ou plusieurs de ces sous-comités. Et c'est au sein de ces sous-comités qu'il va y avoir des conversations claires pour définir les prochaines stratégies. Et bien sûr, soumettez vos résumés. Le 19 avril, c'est la date limite pour soumettre vos résumés. Donc, vous avez un peu moins d'un mois pour soumettre vos résumés. On a prolongé la date pour tenir compte des défis actuels et les dates sont retranscrites aussi dans le chat. Donc, je pense que c'est de ces manières-là. En fait, je crois que ce qui est important, c'est que chacune se demande comment est-ce que je peux m'engager pour cette cause. Ça peut être un grand engagement, ça peut être un tout petit engagement, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir changer et façonner un peu l'avenir de notre secteur. Donc, je pense qu'on est à un moment où c'est très important de solidifier, de consolider nos fondamentaux. Et c'est le moment de rendre notre travail vraiment significatif, y trouver du sens, que ça fasse sens pour chacun et chacune d'entre vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter directement par email. Si vous avez des idées, quelque chose qu'on n'est pas déjà en train de proposer, on est toujours bienvenu, on est toujours à l'écoute de recevoir des nouvelles idées. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, Goodness, vous m'avez posé la question sur le thème de la conférence, l'équité. On a décidé à la fin de l'année dernière que le thème de la conférence de 2025 serait l'équité en action. Et on pense toujours que c'est un concept clé pour notre domaine. Et comme Dr. Aloté l'a dit tout à l'heure, Pascal, tout le monde, chaque personne devrait pouvoir choisir de combien et quand avoir des enfants. C'est un droit humain, on y croit toujours et c'est quelque chose qu'on ne va pas lâcher. Donc, et à vrai dire, l'équité est un thème encore plus important aujourd'hui qu'il y a quelques mois parce que les changements de politique ont un impact réel, même si c'est théorique, c'est un impact réel sur notre secteur. Et
Et c'est vraiment, on sait que disons, euh, les populations avec plus de ressources peuvent s'adapter, peuvent être plus résilients à ces changements de politique, mais ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus impactées, qui ont plus de mal à s'en remettre. Donc, c'est très important que ces personnes ne soient pas laissées de côté, ne soient pas laissées derrière. C'est fondamental. Les jeunes, les migrants, les migrantes, les personnes vivant avec très peu de moyens. Donc, l'équité, c'est absolument fondamental. Et la raison pour laquelle on organise la conférence cette année pour la première fois en Amérique latine, c'est parce que l'équité, c'est un thème qui est extrêmement pertinent là-bas. Et qu'il a été dans l'histoire de la planification familiale en Colombie. Donc on est vraiment heureuse de ce thème, on en est fiers, malgré l'opposition, et c'est le thème qu'on va maintenir jusqu'en novembre. Donc merci à tous et merci de cette opportunité de pouvoir m'exprimer et d'expliquer où on en est à la SFP. Et si vous voulez rejoindre un sous-comité de la conférence ou proposer un résumé, c'est le moment de le faire, c'est maintenant. Et à bientôt Great. en Colombie. Thank you so much for sharing those. And I Merci do believe Phil. that Et every one of us on this call, we can je crois, enfin, j'aimerais croire work que chaque towards personne sur cet appel aujourd'hui, donc les plus de 200 personnes connectées aujourd'hui, on est tous là parce que on croit en ces sujets et je pense qu'on peut tous essayer de nous engager ou d'identifier les manières dont on peut s'engager individuellement. Et, je vous invite aussi à rejoindre l'un des sous-comités de la conférence parce que c'est comme ça qu'on peut s'organiser collectivement sur des sujets clés pour pouvoir continuer à promouvoir les droits et la santé sexuelle et reproductive. Donc maintenant, on va passer à la session des questions-réponses. Il y a des programmes de santé sexuelle et reproductive qui ont traversé une transformation de manière réussie, qui a dépendait autrefois de fonds des bailleurs de fonds et qui est sorti de ça. Donc, on va parler un peu de cette question-là. Oui, alors, bien sûr qu'il y a beaucoup d'exemples. Bon, moi, ce que je peux apporter à cette discussion, c'est qu'en Colombie, au fil des ans, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue tout ce qu'ont mentionné mes collègues ici, mais aujourd'hui en Colombie, on a un système de santé qui est complètement intégré à l'appareil gouvernement. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. C'est après énormément d'années de travail, autant les prestataires de santé que la société civile qui ont mené un plaidoyer pour intégrer le système de santé à l'appareil politique. Donc, malgré les complexités il faut continuer à faire ça parce qu'au final, les seules personnes qui vont pouvoir faire que ce soit une réalité, c'est les organisations de la société civile. Donc, c'est important d'identifier ce qu'on peut proposer pour convaincre le gouvernement d'investir. Même l'avortement, ce n'était pas donné d'avance en Colombie d'abord. Donc, réussir à ce qu'en Colombie, l'accès à l'avortement soit couvert par le gouvernement, c'était quelque chose de fondamental. Autre chose, la source de financement, la dépendance et au-delà de la dépendance, c'est les décisions qui sont imposées du Nord. C'est pas quelque chose, pour moi, je pense que c'est un appel mondial aujourd'hui à toutes les. D'abord, il faut reconnaître et remercier tous les bailleurs de fonds et les donateurs privés, mais je crois que cette relation doit aussi changer. La manière dont on se communique est fondamentale. Et
Donc, moi, je me souviens, pour vous donner un exemple, euh, quand on recevait des financements des bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds nous avaient demandé de faire certaines choses et nous, on s'est rendu compte que certaines des actions qu'ils nous demandaient allaient avoir un impact négatif dans certaines populations. Et, euh, et le fait que nous, on soulève cette question aux bailleurs de fonds, ça a été très important. Évidemment, il y a une confiance, une écoute, mais c'était important pour nous. Pour nous, donc ça a été très important de pas simplement appliquer ce qu'on nous a demandé de faire juste parce qu'on nous l'a demandé, mais aussi d'initier ce dialogue, cette conversation avec les donateurs privés, leur transmettre les histoires, collecter, recueillir les histoires, les témoignages des personnes sur le terrain. Bon, une autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut tirer profit de la technologie. Bien sûr, il y a des pays qui ont moins de ressources que d'autres, ou des conditions de pauvreté beaucoup plus marquées, mais l'accès à la technologie mobile, et je crois que ça peut nous aider à être plus efficaces, à réduire les coûts de nos programmes aussi, mais aussi à diffuser des informations et des services au plus grand nombre. Donc, je crois que cet usage de la technologie pour notre travail, je crois que c'est crucial et que je crois qu'on n'en est qu'au début. Autre chose, la collaboration entre les pays du Sud, donc de sud à sud, et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et je crois que la région d'Amérique latine et des Caraïbes a montré des cas de réussite. Moi, voilà, ça fait des années qu'on dit les bailleurs de fonds ont abandonné l'Amérique latine et les Caraïbes, et c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est quelque chose dont on a envie de parler à la conférence ICFP en novembre. On a aussi vécu plusieurs dictatures successives dans notre région. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'exemples qu'il faut parler, dont il faut parler à la prochaine conférence. Moi, ça me fait beaucoup de peine ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a des nécessités, des besoins concrets, des besoins de produits concrets. Et toute cette chaîne d'approvisionnement, depuis le fabricant jusqu'à celui qui offre les services, je crois qu'il faut qu'on la repense, toute cette chaîne, et voir comment est-ce qu'on peut la faire plus efficace et comment est-ce que le gouvernement peut aussi être plus responsable dans cette chaîne d'approvisionnement. Les partenaires avec le secteur privé, c'est une opportunité pour que le secteur privé voit ça comme quelque chose de positif. Mener aussi, bien sûr, des ateliers d'éducation, des ateliers aussi pour les prestataires de santé et aussi des ateliers d'éducation pour les entreprises privées, parce qu'elles vont se rendre compte que ça les bénéficie directement. Pouvoir analyser aussi les finances. Nous, à Profamilia, nous, on n'est pas des commerçants, mais on travaille avec quelqu'un qui surveille les opportunités de marché, qui a une approche beaucoup plus commerciale. Moi, ça me sert aussi. Et au fil du temps, avec différents donateurs, on s'est assuré que on a pu utiliser une partie des financements pour le renforcement institutionnel. Donc, c'est important sans négocier avec le donateur qu'il y ait une partie des financements qui soit pour le renforcement institutionnel, pas forcément toujours pour des programmes, parce que c'est ce qui peut garantir aussi l'indépendance de nos organisations sur le long terme. Donc, ces investissements, c'est une invitation aux coopérants, aux bailleurs de fonds,
d'analyser la possibilité de réserver des fonds pour le développement institutionnel et organisationnel de chaque organisation. Donc voilà, pour nous, ça a été fondamental de pouvoir développer nos capacités organisationnelles, ce qui peut nous permettre de surmonter certaines crises plus tard. Moi, j'ai toujours beaucoup d'espoir. Je crois dans la force de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, de voir qu'on est plus de 200 personnes ici, je crois que c'est quelque chose de très puissant. Bon, moi je suis bien sûr de Colombie, qui est le pays hôte de la conférence de novembre. Mais comme vous le savez, nous, on est passé par là, par cette suppression des fonds en Colombie, des bailleurs de fonds, et c'est quelque chose dont on peut parler. Mais ça, c'est notre espace. Cette année, la conférence de Colombie, ça va être vraiment notre espace privilégié cette année pour essayer de changer la donne, d'être autocritique aussi, mais aussi de s'ouvrir le plus possible à différents secteurs liés pour pouvoir s'exprimer à l'unisson autour d'un seul message et pour transmettre l'idée que les questions de santé sexuelle et reproductive, c'est pas simplement, c'est un droit fondamental, autant que le droit à respirer, à manger, etc. Donc, bien sûr, ça va être très difficile pour pour la réduction des financements, mais je crois que justement, c'est pour ça que ça va être aussi un espace, la conférence, ça va être aussi un espace très puissant pour définir et déterminer le futur immédiat. La complexité de la situation, on sait déjà de ce qu'il en retourne, on sait déjà, mais définir comment est-ce qu'on va réagir, ça va être fondamental. Et bien sûr, on est tous confus, frustrés, blessés, et c'est important de le tenir en compte, bien sûr. Mais c'est à ce moment-là que ces colères peuvent nous servir d'obstacle, en fait, ne peuvent nous empêcher de prendre des décisions. Mais je crois que c'est important de dépasser cette colère pour se retrouver et commencer à façonner l'avenir. Merci beaucoup, Martha. Bien sûr, beaucoup d'entre nous avons perdu notre emploi, beaucoup de nos collègues ont perdu leur travail. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est important pour ceux qui sont encore là de promouvoir plus que jamais notre travail et d'utiliser au mieux les ressources dont on dispose encore. Utiliser les technologies pour réduire les coûts et également développer des partenariats avec le secteur privé. Ce sont des rappels très importants. Je vais revenir à Marvek. J'ai une question pour vous. Mais si vous pouvez nous répondre en 2 minutes. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut articuler le plaidoyer et la prestation de service avec le peu de ressources qu'on a pour veiller à ce que ces services soient équitables et respectueux des droits? Et comment est-ce que les organisations locales peuvent soutenir la santé et les droits sexuels et reproductifs? Et quelles sont les opportunités en fait en s'appuyant sur la couverture sanitaire universelle, sur les efforts de durabilité pour s'assurer que les communautés puissent se défendre? Donc oui, c'est important de souligner l'interdépendance. Donc par exemple, on peut être prestataire de santé et être aussi plaideuse. Donc cet engagement des professionnels est très important. Parler de la normalisation, de normaliser l'avortement à d'autres niveaux de la société, c'est quelque chose d'important. Donc nous, on veille à
à ce que nos prestataires de santé puissent à la fois fournir des services, mais aussi répondre aux défis, enfin s'impliquer aussi dans les secteurs de politique publique. Parce que si on n'a pas accès aux services, ben, quel est l'intérêt? Évidemment, c'est fondamental, c'est la première étape. Donc, j'ai que 2 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Mais aux Philippines, par exemple, les organisations qui prêtent des services sont souvent les premiers répondent, sont sur sont en première ligne. Et donc, c'est important que souvent, c'est des personnes qui travaillent dans des situations de conflit. Je pense par exemple à la Palestine. Donc, ils opèrent dans des contextes parfois très répressifs, sans financement ou très peu de financement. Mais ce sont les personnes qui répondent aux besoins les plus urgents. Donc, si vous êtes là dans ce contexte-là, vous n'êtes pas juste en train de donner des services, fournir des services. Vous êtes là, vous êtes aussi en train de changer la société. Donc, quelles sont les opportunités? Bon, aujourd'hui, dans le contexte de la couverture sanitaire universelle, c'est quelque chose, enfin, on a une opportunité d'intégrer la santé sexuelle et reproductive, y compris l'accès à l'avortement sécurisé, au sein des bénéfices couverts par la couverture sanitaire universelle. Donc, au sein des systèmes publics qui sont déjà implantés. C'est aussi important de localiser les efforts de durabilité en fonction des besoins de la communauté. Et on sait qu'il y a déjà eu des efforts de durabilité par le passé, mais c'est important de se demander aujourd'hui quels sont les besoins réels des communautés. Et enfin, ce qu'il faut qu'on se demande, il faut qu'on soit autocritique et qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est important? Et on sait que tous ces droits qu'on a acquis, qui ont été acquis par les personnes qui ont refusé d'être éradiquées, qui ont refusé d'être invisibles. Enfin, pour moi, c'est ça ma motivation. Merci beaucoup, Marvick. Et oui, je pense qu'il faut qu'on repense nos stratégies de plaidoyer, qu'on les recentre sur les populations locales. Et on aimerait inviter toutes les personnes sur cet appel. Est-ce que vous pouvez nous écrire, nous dire comment est-ce que l'ICFP peut être une plateforme pour ça? Phil, comment est-ce que d'abord vous pensez, est-ce que l'ICFP peut être une plateforme d'unité dans le contexte actuel? Oui, alors je crois d'abord que, juste pour ce que je veux dire, c'est que ICFP, en fait, on est en train de changer ce qu'on avait prévu de faire à la conférence de novembre pour nous assurer d'aborder de ces sujets. Étant donné la magnitude des changements qu'on est en train de vivre actuellement, on veut vraiment s'assurer que la discussion, la conversation qu'il y aura en novembre sera pertinente, qu'on va parler des impacts, des changements nécessaires de stratégie, du plaidoyer, des prochaines étapes. Donc, pour nous assurer de faire tout ça et de parler des impacts concrets à la conférence, on a besoin de vous entendre. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous demander quelles sont pour vous les priorités dans votre nouvelle réalité. Vous en avez déjà peut-être parlé dans les sous-comités, mais on veut vraiment nous assurer qu'on incorpore toutes vos perspectives dans le programme de la conférence. Et aussi, on veut s'assurer que l'ICFP continue à être une plateforme d'unité, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit orienté sur l'action. Pour moi, il faut qu'on pense à quelles sont les prochaines étapes concrètes, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour nous assurer de continuer à promouvoir notre secteur. Donc, je crois que bien sûr, on est en train de naviguer
les défis, les circonstances actuelles. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il faut qu'on porte cet appel à l'action. Je pense qu'il faut qu'il y ait un appel à l'action à l'issue de la conférence et qu'on commence à y réfléchir dès maintenant. Et donc, j'aimerais vous inviter, tout le monde, chaque personne qui est connectée, qui m'écoute aujourd'hui, quels sont pour vous les facteurs de résilience qui peuvent nous continuer à nous faire progresser? Et c'est pas nouveau, hein. Beaucoup de pays sont passés par des expériences similaires. Donc, je sais qu'on peut y arriver. Et moi, je vois la CFP comme une plateforme assez centrale dans cet effort de collectivité, de solidarité. can do it, and the united force and effort of everyone can get us there. So yes, as Phil has rightly said, let's continue to engage the Donc, subcommittee. comme Phil l'a dit, continuons à nous impliquer dans ces discussions à travers les sous-comités et pour pouvoir écouter les autres aussi et savoir comment est-ce qu'on peut joindre nos forces. We are already at the hour, and I'm just thinking, Il est déjà 10 heures, donc one minute, j'ai une dernière question pour Martha et Marvick. what does imagining Pour Esther vous, beyond aid mean to you? que signifie imaginer la santé sexuelle et reproductive au-delà de l'aide internationale? Dans mon cas, continuer ensemble, convaincus, euh, en étant en lien avec les populations locales, parler directement aux personnes de, de manière à ce qu'elles s'impliquent dans notre lutte. Et bon, vous savez, l'histoire de l'humanité par des moments forts et des moments durs, mais moi, je suis sûre que l'avenir sera prometteur. Je veux rester optimiste et, et, et moi, je crois que aujourd'hui, il y a une population qui sait, qui est passée par des moments difficiles. Donc, moi, je suis convaincue que notre cause, notre sujet ne va pas disparaître complètement. Thank you so much. Merci beaucoup, Martha. Uh, Marvick. SRHR, Oui. rights has not been given to us. We fought Donc, hard vous savez, ces droits de santé sexuelle et reproductive, c'est pas quelque chose qu'on nous a donné, c'est quelque chose pour lequel on s'est battu, qu'on a revendiqué, on a été persistant, on a résisté, et donc on sait que c'est pas quelque chose d'acquis, c'est jamais acquis. Et c'est pas nouveau, cette lutte-là n'est pas nouvelle pour nous. Et je crois que c'est aussi important de reconnaître que la persistance n'est pas non plus infinie. Donc c'est important qu'on continue à avoir espoir et qu'on s'entraide les uns les autres pour pouvoir imaginer. Pour moi, imaginer la santé sexuelle et reproductive au-delà de la santé, pardon, du développement, de l'aide au développement, pour moi, ça veut dire aussi repenser la décolonisation, enfin, le voir comme une opportunité pour décoloniser nos approches et qu'on réancre notre approche dans une quête de justice. Kelly, vous m'avez demandé plus tard aussi comment est-ce que les féministes veulent ça, quelle est l'approche féministe en fait au contexte actuel? Et moi, ce que je dirais, c'est que je crois que il faut qu'on se retrouve, qu'on se réorganise et puis reconnaître que notre travail est interconnecté, reconnaître qu'on a du pouvoir et qu'on peut continuer à s'engager dans cette lutte politique Unapologetically political we are. et qu'on n'a pas à s'excuser d'être politique. Thank you, Maverick. Thank you, Martha. Merci, Thank you, merci Dr. Martha, merci Pascal, Marvick, and Dr. merci Sompoy. Docteur Thank you, Pascal for this, et and Phil we literally pour understand cette that conversation one of aujourd'hui. the more that Et c'est l'une des premières, within enfin, my sector c'est pas la seule in the conversation various qu'il va y avoir communities autour de who ces sujets. who are speaking through to this issue. I am seeing the amazing comments and feedback that many folks have been sharing. Unfortunately, we don't have time to Malheureusement, on n'a plus de temps, mais on a pris des notes de tout ce que vous avez écrit dans le chat et on va continuer à recevoir vos suggestions. Et voilà, donc pour nous, c'est important de connaître et de savoir quels groupes sont en train de s'organiser, ce qui est en train de se faire. Et on vous encourage à continuer à échanger et à rester en lien.
language Le, inclusivity and breaking down the barriers when it comes to sexual and reproductive health, language and engagement. le prochain webinaire qu'on va organiser à travers l'ICFP va se focaliser sur l'inclusivité linguistique et comment faire tomber les barrières linguistiques. Beyond age, because we would always have answers, and these issues together we can be able to unite and overcome. Thank you so much for joining. Donc voilà, merci. J'aimerais vous envoyer un message de solidarité et vous dire que c'est important qu'on continue à travailler ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.